Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment dépasser nos attentes envers les autres et comment ne plus souffrir du fait que les autres attendent constamment des choses de nous. C'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes chers auditeurs. Comme tous les jeudis matins, je suis très contente de vous retrouver et qu'on aborde ce fameux sujet des attentes qu'on a envers les autres et que les autres ont envers nous. Et j'espère que cet épisode vous plaira. Alors en fait, l'idée, c'était vraiment que j'essaye d'aborder les principales attentes qu'on a de manière générale envers les autres. Donc si ce sont des attentes qu'on a envers les autres, on connaît sûrement aussi des gens dans notre entourage, proches ou moins proches, qui ont ces attentes-là envers nous également. Et en quoi on souffre du fait d'avoir des attentes envers les autres, ce qui fait qu'on est constamment déçu et qu'on est constamment frustré. En quoi est-ce qu'on souffre du fait que les autres projettent des attentes sur nous. Qu'est-ce que vont créer les projections qu'on a sur les autres, et ces attentes et ces projections. Donc le terme de projection, c'est quelque chose qui est assez vaste, mais c'est vraiment en fait toutes les parts de soi qu'on considère ne pas s'attribuer, qu'on considère qui ne nous appartiennent pas, tout ce qu'en fait on oublie en être le propriétaire. J'ai envie de dire un peu ça comme ça, c'est que les projections qu'on fait sur les autres, pour moi, c'est des parts de nous qu'on ne voit pas chez soi et qu'on passe notre temps à mettre entre les mains des autres. Autrement dit, c'est la clé de notre baraque intérieure qu'on donne à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, ça prend plein de formes. Les projections, ça prend plein de formes. Je parle beaucoup de projections dans notamment le travail de l'ombre, que vous trouvez par exemple dans le programme Clair-Obscur, que vous trouvez dans d'autres de mes épisodes de podcast. Et ça prend aussi la forme d'attente, la projection. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui reconnaissent avoir des attentes envers les autres. Je le sais, envers vos partenaires, envers vos patrons, envers vos salariés, envers vos chéris, vos amis, vos parents, peu importe. Et je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui me le disent, qui ont ce discours de « moi, j'attends jamais rien de personne, moi, je n'attends rien du tout de lui, je n'attends rien du tout de toi, et voilà, moi, je suis quelqu'un, je n'attends rien des autres. C'est fini, ça, c'était avant. » Du coup, vous me connaissez bien. Avant de vous parler de tout ça, j'aimerais juste qu'on revienne à un espace de sincérité radicale qui est qu'en fait, on a absolument tous des attentes envers les autres. Hein. C'est humain. Et je crois que c'est bien de le reconnaître, c'est sain, en tout cas, c'est être sincère que de reconnaître qu'on a des attentes constamment, en fait, envers les autres. Vous avez des attentes envers moi pour la plupart d'entre vous, j'ai des attentes envers vous pour la plupart. Vous avez sûrement des attentes, envers votre chéri, envers vos partenaires, envers vos associés, envers vos amis, envers vos collègues, envers vos parents. Des attentes, on en a. Et tant qu'on n'est pas capable de les reconnaître, tant qu'on n'est pas capable de se dire en fait oui, je vois bien que j'attends quelque chose de cette personne ou des autres, on ne pourra pas prendre la pleine responsabilité de notre épanouissement dans cette relation-là. On ne pourra pas non plus prendre la pleine responsabilité de la manière dont on se sent, donc de nos sentiments, de nos émotions. On ne pourra pas prendre la pleine conscience de notre souveraineté également et de reprendre les clés de notre château, quoi. En fait, tout simplement, c'est un petit peu cette idée-là. Moi, pourquoi est-ce que je vous aborde ce sujet ? C'est que j'ai conscience que j'ai beaucoup d'attentes, en fait, envers les autres, que j'en ai toujours eu, que c'est quelque chose, j'ai beau bosser là-dessus, ça en diminue dans certaines relations, puis dans d'autres relations, pas du tout. Je sais que j'ai des attentes qui sont parfois très élevées, je sais que j'ai des attentes qui sont parfois très exigeantes, et je sais aussi que quand j'ai pas d'attentes, c'est clairement que j'en ai un peu rien à faire de la personne. Donc j'essaie d'être assez lucide avec moi là-dessus. Le pourquoi j'ai envie de faire ce podcast aussi, c'est parce que depuis que je suis jeune, je suis souvent confrontée aux mêmes attentes en fait envers moi. C'est-à-dire, je vois que j'ai des proches qui ont des attentes envers moi. Il y a plein d'attentes avec lesquelles je suis ok, d'autres avec lesquelles je suis pas ok, mais bon, à la limite, on deal avec. Et puis, il y a des attentes que je trouve, moi, qui sont malsaines et qui sont difficiles à exposer et à guérir et dont il est difficile de parler tout simplement parce que les personnes qui ont ces attentes envers moi, en fait, en face, ne les reconnaissent pas ou ne sont pas prêtes à les reconnaître. Et vice-versa, ça a été la même chose pour moi et ça le sera encore sûrement. Il y a certaines relations où je sais que j'ai dû faire du mal à des gens, je le sais, parce que j'avais des attentes et que je refusais de reconnaître les attentes que j'avais envers cette personne et que du coup on ne pouvait pas en parler. J'ai foiré une amitié qui m'était très chère à cause de ça. Et d'autres exemples, je me suis mise dans des relations amoureuses merdiques aussi à cause de ça, par exemple.
Donc une des projections en fait dont alors là vraiment j'essaye de vous parler en toute vulnérabilité, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est un sujet qui est assez touchy pour moi à exposer, mais je pense que je pourrais en faire un épisode complet de podcast si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous me le dites et puis j'en parle pas parce qu'en fait c'est à propos de moi, donc voilà. Mais une des attentes que je reçois le plus souvent en fait, notamment de par mon métier, c'est une attente de la part de gens qui me connaissent et que je ne connais pas, et qui, je pense, projettent quelque chose sur moi de l'ordre de sauveur, m'aider, j'ai envie d'être proche d'elle, j'ai envie de rencontrer Chloé, j'ai envie d'être dans son intimité, j'ai envie d'être au contact de cette personne. Sauf que vous vous doutez bien, je m'adresse à des centaines de milliers de personnes, donc des personnes comme ça, il y en a des milliers. Donc il y a un espèce de jeu de triangle dramatique bizarre de sauveur, etc., et je vois, je le sens et j'y ai été confrontée. Honnêtement, c'est quasiment toutes les semaines que ce genre de choses m'arrive. Il y a des gens qui me mettent sur un piédestal. Alors, pas la plupart d'entre vous, c'est clair, mais il y a des gens qui me mettent sur un piédestal et qui m'imaginent bien meilleure que ce que je suis. Donc moi, je suis une humaine, j'ai mes travers, je suis une nana qui est colérique, je suis très loin d'être parfaite, il m'arrive de mentir, vraiment, je suis pas du tout quelqu'un de sage et d'extrêmement extraordinaire, même si j'aimerais bien, hein, bien sûr. Et je pense que c'est l'effet peut-être podcast, peut-être que c'est l'effet plutôt dev perso, peut-être que c'est l'effet plutôt Instagram, je sais pas exactement. Il y a certaines personnes qui parfois me mettent sur un piédestal, et du coup qui sûrement m'imaginent mieux que ce que je suis, et qui attendent que je corresponde à cette image-là, c'est-à-dire que je sois parfaite, que je sois meilleure que ce que je suis, alors que désolé, mais c'est pas le cas, et que j'incarne vraiment ce qu'ils attendent de moi. À chaque fois, ces personnes-là, ça donne des clients ou des personnes qui ont envie d'être proches de moi, que je vais rencontrer dans des événements, dans la rue ou autre, qui, une fois qu'ils se rendent compte que je suis imparfaite, que je suis vraiment ce que je dis, c'est-à-dire imparfaite et hyper autoritaire, et pas en fait j'ai ma vie et je suis introvertie, etc. Et que je suis pas toujours agréable et que parfois même je fais la gueule en fait, vraiment, se retournent contre moi, sont déçus, se retournent contre moi et deviennent presque des bourreaux, des persécuteurs, qui deviennent très agressifs et qui sont vraiment dans une critique qui est très intense. Et parfois, ça va même plus loin. Bref, c'est pas le but du podcast. Mais du coup, c'est un schéma répétitif ces dernières années. Dans ma vie, c'est un schéma répétitif que du coup, j'analyse, sur lequel je me fais coacher, sur lequel je me fais aider aussi pour essayer de sortir de ce schéma-là, même si je suis pas sûre qu'on puisse vraiment sortir justement quand on est aussi exposé publiquement. Mais c'est quand même dingue de me dire, il y a plein d'endroits dans ma vie où je voudrais être mise sur un piédestal et où je suis mise sur un piédestal. Même dans ma relation amoureuse, j'ai été mise sur un piédestal pendant des années. Et il y a des endroits où je souffre du fait d'être mise sur un piédestal, c'est-à-dire je souffre du fait qu'on attende de moi que je sois exceptionnelle parce qu'on pense que je suis exceptionnelle. Voilà, donc bref, l'idée c'est pas d'être sur ce sujet-là, mais c'est de vous dire, c'est une vraie projection qui est récurrente à propos de moi, dont je souffre vraiment, et le truc c'est que c'est quelque chose dont il est difficile de parler parce que ce sont des attentes et qu'encore une fois, je sais que vous souffrez également d'attentes que les autres ont envers vous-même et c'est difficile de dire à quelqu'un, en fait, c'est tes attentes. Et j'y peux rien, c'est ton problème si tu as un problème avec moi et si tu te sens comme ça avec moi. Moi, je ne t'ai jamais vendu ça, entre guillemets. Et en même temps, je crois qu'il est bon aussi de regarder notre responsabilité et de se dire que quand il y a un schéma répétitif, c'est qu'on est aussi créateur de cette situation. Et donc, j'en suis là à me dire, moi, si c'est un schéma répétitif, et ce, depuis bien avant que je sois exposée sur les réseaux sociaux, c'est que je suis la créatrice de ce schéma-là. Quand j'aurai bientôt décortiqué et que j'aurai plus de trucs à vous dire là-dessus, je ferai sûrement un épisode. En tout cas, c'est une attente dont j'avais pas forcément conscience, qui est en fait d'attendre de quelqu'un qu'il soit exceptionnel. On lui met un fardeau sur les épaules, c'est-à-dire qu'on attend de l'autre qu'en fait il soit parfait, qu'il soit meilleur que ce qu'il est et qu'il soit exceptionnel. Et donc on attend de lui qu'il soit infaillible. On attend de lui qu'il soit bon constamment. On attend de lui qu'il soit constamment à la hauteur de ce qu'on imagine être quelqu'un d'exceptionnel. Aussi bien dans ses ressentis, dans ses réactions, dans son discours, dans tout ce qu'il va avoir. Et je crois que on est très nombreux, en fait, à projeter cette attente-là, d'attendre de quelqu'un qu'il soit exceptionnel. Quand on adore quelqu'un. Moi, il y a des gens que j'adore. Il y a des gens vraiment que j'adore. Des gens que je connais, que j'adore. Il y a une partie de moi qui a longtemps attendu que cette personne, par exemple, elle soit exceptionnelle. Il y a une de mes amies qui, pour moi, est vraiment quelqu'un qui m'est extrêmement cher. C'est une âme sœur. Et quand on était plus jeune, je la trouvais exceptionnelle. J'avais vraiment une admiration pour cette femme. Et je sais que cette attente-là, je l'ai projetée sur elle. C'est-à-dire que j'attendais qu'elle soit tout le temps, en fait, exceptionnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas normal si c'était elle qui allait mal et moi qui pouvais être
la personne qui donne un peu le sourire. Le jour où du coup elle est partie parce qu'elle avait besoin de faire sa vie aussi, j'ai été déçue, j'ai été frustrée, j'en ai voulu, je me suis retournée contre elle et je l'ai critiquée. J'ai fait la même chose que ce qu'on me fait à moi finalement. Et cette attente qu'on projette constamment de se dire mais toi tu es exceptionnel donc tu dois constamment être exceptionnel, tu te dois d'être exceptionnel, en fait on met vraiment un gros poids sur les épaules de quelqu'un et à mon sens, on n'est pas dans l'acceptation de l'humanité de cette personne, on n'est pas dans l'acceptation de la vulnérabilité de cette personne, et en fait on attend de lui qu'il soit un robot. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. On est même dans le refus de sa vulnérabilité, et donc, qu'est-ce qu'on va créer comme biais dans la relation ? On va créer une espèce de superficialité qui sera qu'en fait la personne en face ne peut pas être vulnérable avec nous parce qu'elle sait que ça va créer chez nous de la frustration, de la déception, de la colère, de la critique ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment l'attente principale à laquelle moi je suis confrontée, mais il y en a plein d'autres. Et j'aimerais juste qu'on regarde tout ça parce que je pense qu'on est nombreux en fait à le faire et à le projeter dans notre vie. De se dire, quand vous attendez de quelqu'un qu'il soit incroyable et qu'il soit génial et qu'il soit tout le temps au top, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on l'empêche, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'il reste maître de ses comportements et de ses émotions, on l'empêche d'être vulnérable, on l'empêche d'être lui-même, on ne crée pas l'espace nécessaire pour qu'il soit dans une sincérité et une vulnérabilité totale avec nous. Donc en fait, on l'incite même à mentir, j'ai envie de dire. Cette forme d'attente de soi parfait, on la retrouve dans beaucoup de couples. Moi, je l'ai eu longtemps pendant d'anciennes relations amoureuses où en fait, j'avais des partenaires qui me questionnaient à propos de mon passé sexuel ou amoureux, qui attendaient de moi que je sois parfaite, que je sois pure. Enfin bref, le cliché du masculin immature et toxique par excellence. Qu'est-ce que ça crée chez moi, cette attente ? Ça crée que je sais qu'en fait, il n'y a pas l'espace pour que je dise la vérité, je sais qu'il n'y a pas l'espace pour que je sois sincère, et ça crée surtout le fait que en fait, je sais que si je suis sincère, je ne serai pas aimée et je ne serai pas à la hauteur. Donc, j'avais deux choix, soit être totalement responsable et me dire, je pars parce que tes attentes, en fait, ne me correspondent pas et ne me regardent pas, mais j'avais pas du tout cette maturité-là à l'époque, j'ai réagi de manière à, ok, t'as telles attentes envers moi, pour coller à tes attentes, je vais te mentir et je vais te faire croire que je colle à tes attentes. Et donc, j'ai menti. Et j'ai menti à beaucoup de gens, comme ça, pour lesquels je voyais qu'il y avait vraiment ces attentes, tout simplement pour coller à des attentes. Plus on projette nos attentes envers les autres, plus les autres vont soit s'éloigner de nous, soit nous mentir pour coller à nos attentes. Et je crois que c'est difficile à reconnaître et de se rendre compte que souvent, quand nos partenaires, nos amis ou autres nous mentent, c'est pas de notre faute. Mais on a aussi parfois, je dis bien pas tout le temps, mais parfois on a aussi une responsabilité dedans qui est en fait, quelles sont les attentes que j'ai envers cette personne et est-ce que je lui montre ces attentes-là pour qu'il se sente aimé par moi, il a besoin de me mentir. Voilà, donc c'était le petit débrief sur cette première attente-là. Et en réalité, il y en a plein d'autres des attentes. Une deuxième attente que je trouve très courante aussi, c'est « tu es mon sauveur ». C'est une attente qui existe dans beaucoup de couples aussi. Tu es mon sauveur, tu dois me sauver, je suis rien sans toi, c'est lui qui m'a sorti de la merde, etc. C'est aussi une attente que je subis aussi. Chloé Bloom, c'est ma sauveuse parce qu'elle fait du dev perso, elle m'a sauvé la vie quand j'allais mal et compagnie. Moi, j'ai vu ça aussi j'ai fait ça, j'ai projeté ça aussi chez des amis et chez d'anciens partenaires. Tant qu'on est dans cette relation et dans cette attente envers quelqu'un, qu'il soit notre sauveur et qu'il nous sauve et qu'il nous sorte de la merde ou de la situation dans laquelle on est, on crée une dépendance. Ça veut dire on dépend de cette personne, notre bonheur dépend de cette personne, et en réalité, quand on se place en tant que victime parce qu'on considère que quelqu'un est notre sauveur, bien souvent c'est nous qui devenons le persécuteur et elle la victime. Ça, c'est vraiment le principe du triangle de Karpman, triangle dramatique de Karpman, on en reparlera sûrement. J'en avais déjà fait un épisode de podcast et j'en reparlerai aussi beaucoup prochainement, notamment dans la relation amoureuse, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Mais tant que vous attendez, tant que nous attendrons de quelqu'un qu'il soit notre sauveur et qu'il nous sorte de nos tracas, de nos situations, qu'il nous rende la vie belle, nous créons de la dépendance envers cette personne. On devient dépendant, que ce soit affectif, matériel ou peu importe, on devient complètement dépendant. Et en même temps, on est en train de donner les clés à cette personne de notre maison. On est en train de remettre la responsabilité de notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Autrement dit, vous êtes en train de mettre une pression de malade à cette personne qui a sûrement l'impression que son job dans la vie, c'est de vous rendre heureux. Et je trouve ça terrible parce que son job, c'est de se rendre heureux, elle, à lui. Voilà. Donc,
Je dis bien on parce que je m'inclus dedans. Une autre attente qui est très 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 courante, et alors moi celle-là je l'ai énormément, j'ai tout le temps, j'ai eu beaucoup cette attente-là par le passé, c'est pas celle que j'ai le plus aujourd'hui, mais je l'ai eu pas mal par le passé, qui est en fait, tu dois me rendre l'appareil. Donc, vous savez, c'est un peu ce genre de personne où on dit non mais moi j'attends rien en retour, mais en réalité quand je fais quelque chose c'est parce que j'attends que tu me rendes l'appareil. C'est-à-dire, attends, moi j'agis comme ça, donc il y a un minimum en fait. C'est vraiment ce type de comportement-là. C'est voilà ce que j'ai fait pour toi. Donc, j'aurais au moins espéré que tu sois de cette manière-là en retour, que tu sois au moins sympa ou que tu fasses au moins ça. Ne rien attendre de quelqu'un, c'est faire quelque chose pour lui et n'en avoir rien à foutre, même qu'il dise merci en fait. Parce que même attendre que quelqu'un dise merci, c'est une attente. Donc, vraiment pour vous donner l'idée, je crois qu'on a, pour la plupart d'entre nous, beaucoup d'attentes en fait. Le truc c'est que cette attente de tu dois me rendre l'appareil, c'est assez manipulateur et assez narcissique finalement comme comportement, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui va créer de la dette émotionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rendre des services à quelqu'un, qui va être disponible pour quelqu'un exactement au moment où cette personne en a besoin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est là quand on a besoin de lui pour créer de la dette émotionnelle. Et ça c'est vraiment un schéma totalement inconscient, mais qui est en fait tu as besoin de moi, et voilà ce que j'ai fait pour toi. Donc au minimum en retour, s'il te plaît, soit c'est aime-moi, soit c'est sois là pour moi, soit c'est aide-moi, soit c'est aie besoin de moi, soit c'est donne-moi ceci, donne-moi cela. On est vraiment sur de la création de dette émotionnelle. C'est un schéma qui, quand c'est très amplifié, ça peut être assez toxique, hein. Ça peut être vraiment très manipulateur, etc. Je connais des personnes comme ça dans mon entourage qui sont tout le temps comme ça, prêtes à rendre service, trop gentilles. Dès que tu vas mal, elles te sautent dessus parce qu'elles ont envie de t'aider et compagnie. On crée de la dette émotionnelle, nickel, et comme ça, derrière, ça devient nos bourreaux et on a l'impression qu'en fait on leur doit quelque chose, et c'est un peu comme si on avait fait un crédit à une banque, on a l'impression qu'il va falloir qu'on paye le fait qu'ils aient été là pour nous pendant je sais pas combien de temps. À une échelle plus petite, ça peut être tout simplement le fait, en fait, attends, moi je suis comme ça avec toi, j'attends que tu fasses la même chose pour moi. Ou moi je suis agréable avec toi le matin, j'attends un minimum que toi aussi tu sois agréable avec moi le matin. Ou je sais pas, moi je bosse sur ça et de cette manière-là et aussi vite que toi, et je bosse autant que ça et je dépense autant que ceci par exemple là-dessus. J'attendrai que au moins toi tu fasses un minimum. J'attendrai que tu fasses comme moi en fait. Ou c'est moi je suis sympa sur la route, j'attends que toi aussi tu sois sympa sur la route. Je trouve que sur la route ça révèle beaucoup les comportements des uns et des autres, on révèle beaucoup nos ombres et nos attentes, je trouve. Voilà. Donc ça c'est assez toxique. Moi je l'ai beaucoup été, non pas le côté dette émotionnelle, pas du tout, mais j'ai beaucoup eu le côté j'attends le minimum que tu fasses comme moi. Si moi je fais ça, pourquoi toi tu fais pas pareil? En fait c'est pas logique. Et c'est assez orgueilleux finalement de réfléchir de cette manière-là. Une autre attente que j'ai toujours et qui revient toujours au galop, dont j'ai pas mal de mal à me débarrasser, c'est j'attends que tu devines mes attentes. Donc pareil, ça c'est quelque chose de très 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 présent dans beaucoup de couples, énormément de couples. C'est quelque chose que j'ai un petit peu dans mon couple, mais beaucoup moins qu'avant parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, mais que j'ai encore avec mes salariés, que j'ai encore avec mes parents, que j'ai encore avec mes amis, que j'ai avec des gens que j'aime, qui est en fait j'attends que tu devines mes attentes, j'attends que tu devines ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc en fait ça c'est super violent, c'est en gros j'attends de toi que tu sois devin, j'attends de toi que tu lises dans mon esprit, j'attends de toi que tu devines exactement ce dont j'ai besoin, au quel moment et comment dire les choses, etc. sans rien que je te dise. C'est hyper narcissique. Il y a une part qui peut presque être manipulatrice de je suis en train de te tester, de voir si tu m'aimes vraiment et si tu me connais bien. Il y a cette part-là. Et puis il y a une autre part qui est en fait, attends, je vais quand même pas te dire ce dont j'ai besoin et tout te pondre, il faut faire un minimum pour accéder à moi. Et moi je sais que je suis plutôt dans ce cas de figure-là, je suis plutôt dans le, en fait, j'ai trop d'orgueil et trop de fierté pour dire exactement, là j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, là j'ai besoin que tu fasses ça de cette manière et que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Des fois, j'ai juste pas envie de dire les choses, pas envie, plus envie, et j'attends que les autres devinent ce que j'ai dans la tête. C'est des attentes qui sont super lourdes à porter et qui peuvent mettre énormément de pression à notre entourage, et vice-versa pour nous, quand on les reçoit, clairement. Une autre attente qui existe aussi, que j'ai bien sûr aussi, évidemment, que j'ai envers vous, pas mal, clairement, et beaucoup envers mes clients, c'est j'attends que tu changes. Alors ça peut exister pareil dans le schéma amoureux qui est en fait je me mets avec une personne et j'attends qu'il change parce que je vois du potentiel en lui, je sais qu'il peut changer, je sais qu'il va changer, je vais le faire changer. Donc il y a énormément de gens qui se mettent en couple en se disant ouais il y a une super bonne base, puis de toute façon je vais le faire changer un peu comme ça, là ce qui me va pas ça ira.
C'est terrible de faire ça. C'est terrible de faire ça. C'est vraiment considérer l'autre comme un objet, comme un investissement. On achète une maison et ensuite on doit faire des travaux dedans pour la retaper. C'est terrible. C'est terrible de se mettre en relation amoureuse et d'espérer que l'autre change pour qu'il convienne mieux à nos attentes. C'est terrible. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu moi, mais que je vis plutôt justement, comme je vous disais, par rapport aux clients, qui est en fait, j'attends qu'ils changent, je suis en train de tout faire pour vous donner des clés, pour que vous changiez, entre guillemets, pour que vous transformiez, pour que vous repreniez votre souveraineté, pour que vous soyez des badass dans la vie, pour que vous aimiez kiffer votre vie, pour que vous ayez une vie de rêve, pour que vous soyez responsable, pour qu'on fasse tous preuve de bon sens, même si ça n'existe pas, je continue à persister là-dedans. Et en fait, derrière tout ça, il y a forcément une attente qui est en fait, j'attends que vous changiez. Je vous aime comme vous êtes, mais en plus de ça, je vous aimerais encore plus si vous changez votre vie, si vous vous transformez, etc. Donc, c'est difficile de dire ça pour moi. C'est super difficile pour moi parce qu'en fait, le vrai travail chez moi, il se situe depuis plusieurs années à accepter que les gens ne changent pas. Arrêter de vouloir changer les gens. Et c'est hyper chaud à changer chez moi parce que je crois que ça fait partie d'un de mes leitmotifs quand même de pourquoi je fais ce job. D'essayer de faire changer les gens pour qu'ils soient plus heureux, qu'ils se victimisent moins. C'est vraiment une des motivations de mon boulot. Et c'est aussi quelque chose de négatif. Donc j'essaye de modifier ça tranquillement et tout doucement. Mais c'est quelque chose quand même qui subsiste. Et typiquement, je sais que si j'accompagne quelqu'un, que je coach quelqu'un sur du business, sur peu importe en fait, que j'ai un accompagnement avec une personne et que je vois que cette personne ne change pas, n'évolue pas, n'a pas de déclic, ne change rien dans sa vie et continue de se victimiser, je sais que ça va me faire péter un câble. Et je sais que ça va me donner envie de lui rentrer encore plus dedans et de lui dire « mais vas-y, mais tu peux le faire ». Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je projette mes attentes. Et ça, c'est tout sauf ce qu'un coach doit faire. Tout sauf ce qu'un accompagnant doit faire. Donc c'est un schéma que j'observe chez moi et que je ne fais surtout pas. C'est pour ça que dans tous les programmes, les accompagnements que je propose, c'est jamais moi la coach, c'est les vrais coachs. Enfin, c'est des coachs qui font le métier de coach. Et moi, même si je suis certifiée coach, je connais ce biais chez moi. Donc je ne coach pas directement. Je fais du mentorat, je précise que j'ai des attentes, je veux pas de coaching directement. Voilà, moi c'est typiquement mon job d'arrêter de vouloir que les gens changent et d'arrêter d'essayer de changer les gens, parce que si je le fais, ça veut dire que j'attends qu'ils changent. Et je crois qu'on est très 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 nombreux à avoir cette attente-là aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont envers leurs partenaires par exemple, envers les clients, envers plein de personnes. C'est bon, je te donne tout pour t'aider, du coup j'attends que tu changes. C'est un petit peu comme si on offrait quelque chose à quelqu'un dans l'attente de recevoir en retour, ou en tout cas d'avoir un changement en retour. Voilà. Je cite que quelques attentes, parce qu'en fait, des attentes envers les autres, on en a plein, il y en a énormément qui existent, mais j'insiste qu'elles ont toutes en commun le fait que à chaque fois qu'on a cette attente-là, on est en train de remettre la responsabilité de notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, on est en train de remettre la clé de nos émotions, de la manière dont on se sent dans les mains de quelqu'un d'autre, on est en train de dire à quelqu'un « fais en sorte que je sois heureux, fais en sorte que je me sente bien, correspond à ce que j'attends de toi ». Et c'est de la persécution. Même quand on le dit pas, c'est agressif et c'est désagréable. Quand l'autre en plus ne correspond pas à nos attentes, ça crée chez nous une terrible frustration. Donc chez moi, c'est pas tellement de la déception, c'est plus de la frustration, à savoir de l'agacement, de la colère, de l'impatience, beaucoup d'impatience. Mais ça peut aussi créer de la déception. Moi, j'attends rien de mes partenaires, mais à chaque fois, je suis toujours déçue. Enfin, c'est pas logique du tout. Faut vraiment comprendre que notre frustration et notre déception sont à la hauteur des attentes qu'on a. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ressent très souvent de la frustration ou de la déception et que vous avez beaucoup de difficultés à dealer avec, c'est que vous avez des attentes qui sont très élevées. Et typiquement, moi, je sais que je suis quelqu'un qui ne ressent pas beaucoup de déception dans ma vie, en tout cas plus aujourd'hui, mais de la frustration beaucoup. Je suis souvent frustrée. Je sais que c'est parce que j'ai des attentes et que je suis super exigeante et que j'en attends parfois beaucoup et beaucoup trop. Voilà. Donc ça, c'est quand c'est nous qui projetons des attentes, mais je sais aussi que on subit tous les attentes des autres, tous les attentes de nos partenaires, de nos amis, c'est logique. Encore une fois, on est des humains, on est dans des interactions sociales qui font qu'il y a des attentes. Voilà. Donc le but, encore une fois, de tout ça, c'est pas de plus avoir d'attentes, c'est de prendre conscience des attentes qu'on projette, de récupérer les parts de nous qu'on projette, de récupérer nos projections, de récupérer nos attentes et de se dire en fait, attends, là, moi, j'ai cette attente et ça me crée de la frustration, de la déception, ça me crée de l'énervement ou peu importe. Hop, et ben je récupère et puis je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui peut me créer ça, que c'est mon attente et que du coup je peux aussi choisir de me sentir autrement.
Voilà, mais pour moi, des attentes, ça revient constamment. Le travail sur les attentes n'est jamais terminé. En tout cas, au stade où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, quelqu'un qui me dit « moi, j'ai plus aucune attente envers personne, et ce depuis des années, je ne le croirais pas ». Donc, je sais qu'on subit aussi beaucoup d'attentes de la part des autres, et on aura beau dire à quelqu'un « non mais là, attends, c'est tes attentes, c'est ce que t'attends de moi », parfois ça va fonctionner parce qu'on a quelqu'un en face qui le reconnaît, ou on a quelqu'un qui a de la maturité émotionnelle, etc., mais parfois c'est pas du tout le cas. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui veut me rencontrer pendant un de mes événements où il y a des centaines et des centaines de personnes, donc qui est là à cet événement, avec qui je vais faire une photo, et qui en fait après est hyper frustrée parce qu'elle a pas pu passer 15 minutes, une demi-heure avec moi en solo à discuter avec moi, et qu'elle veut manger avec moi, et que je lui dis ben non parce que vous êtes des centaines, et que derrière du coup elle me trouve arrogante, inaccessible ou quoi que ce soit. Je peux pas juste dire à cette personne non mais en fait ça c'est tes attentes et moi je suis ok avec ça, parce qu'il y aura pas cette compréhension là. Parfois c'est le cas et ça a déjà été le cas, et parfois ça l'est pas en fait. Donc dans ces cas-là, le mieux qu'il y a à faire, selon ce que j'ai trouvé aujourd'hui pour fonctionner avec plus de légèreté et plus de sérénité, c'est d'apprendre à dépasser en fait les attentes des autres. Comment est-ce qu'on les dépasse ? La première chose que je fais et qui je peux vous recommander, c'est d'être clair dès le début sur ce que je suis et sur ce que je suis pas. Donc, parfois ça suffit pas de le dire, mais c'est être très très clair. En fait, moi je suis comme ci, comme ça, et je ne suis pas comme ceci, comme cela et comme cela. Donc, tu auras beau attendre de moi peut-être ceci ou cela, je ne suis pas cette personne. Ou je suis cette personne. Peut-être que tu attendras de moi qui est cela, moi je suis comme cela. C'est être très très clair dès le début sur ce qui va se passer, ce que je suis pas. Je vous donne donc de nouveau l'exemple des conférences. Moi maintenant, dans les conférences, et c'est pas que je suis obligée, c'est que je choisis de le faire dans la plus grande évidence à chaque fois que je vais faire une conférence ou un événement en présentiel, parce que sinon à chaque fois je me retrouve avec plus d'une dizaine de personnes qui deviennent mes bourreaux à la fin de l'événement. Je dis, je suis là pour faire ceci, cela. J'aimerais pouvoir tous apprendre à vous connaître, je ne peux pas, donc je ne vais pas passer de temps chacun avec vous individuellement, je ne peux pas me rendre disponible avec chacun d'entre vous individuellement, nous n'avons pas beaucoup de temps, et en fait c'est vrai que ça peut paraître très très froid et très bizarre de le dire, mais honnêtement ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, pas pour tout le monde, mais ça a changé beaucoup de choses. Donc ça peut être aussi des discours que vous pouvez avoir en début de relation amoureuse. Je sais que je l'ai fait également dans ma relation amoureuse au début avec mon chéri, qui est en fait, voilà, moi je suis comme ci, comme ça, et c'est tout en fait, c'est comme ça, donc tu prends le package ou tu le prends pas, entre guillemets. Mais c'est être vraiment très très clair sur ce que vous êtes et sur ce que vous n'êtes pas, sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Ça évite en fait des attentes de il va changer, ou peut-être que je vais obtenir ça, ou au moins elle va faire ci en échange, ou il y aura cela. Pareil dans une relation professionnelle. Quelqu'un qui passe en entretien chez Maison Bloom, je pense qu'il entend à peu près 15 fois de la part de l'équipe, de la part de la personne qui recrute, de la part des personnes qui font les entretiens, et de ma part, et de ma part, que je suis quelqu'un qui est très exigeante et que ce n'est pas toujours facile de travailler avec moi. Du coup, on frame en fait, on met le cadre, on pose le cadre. Ça veut pas dire que ça suffit. La plupart du temps, ça suffit pas, et du coup, effectivement, ça crée parfois de la frustration quand même. Mais au moins, il y a cette attente-là. Où ça va être typiquement, je n'aurai pas beaucoup de contact avec toi, on ne sera pas beaucoup en contact, je ne suis pas la personne avec qui tu auras le plus de contact au sein de l'entreprise. Voilà, c'est un des exemples, mais c'est aussi quelque chose qui permet d'éviter des attentes, d'éviter des non-dits, d'éviter de la frustration et d'éviter surtout de rentrer dans des espèces de jeux toxiques, de bourreaux-victimes encore une fois, parce que quand il y a des attentes et que c'est pas dit et que c'est pas clair, on rentre vraiment dans une relation qui est pas hyper saine, dans laquelle il y a des projections. J'en ai encore plusieurs dans ma vie qui fonctionnent comme ça, des relations, et qu'il va falloir que je nettoie et que j'assainisse. Et c'est difficile parce que c'est vraiment un sac de nœuds et c'est un sacré merdier pour s'en sortir derrière. Il y a beaucoup d'émotionnel qui est en jeu en fait. Autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement repérer les comportements toxiques en fait des autres et des personnes qui sont dans votre entourage ou des personnes qui entrent dans votre vie, à savoir les gens qui sont en train d'entrer en dépendance avec vous, qui attendent des choses de vous, que vous soyez par exemple leur sauveur, que vous sentez être totalement dépendant affectif, ceux qui sont dans la projection constante, ceux qui sont dans de l'admiration et de la fascination. J'insisterai constamment là-dessus. La fascination, ça vient du même endroit que la jalousie. Quand il y a de l'admiration, vous avez forcément quelqu'un qui peut aussi potentiellement se retourner contre vous, entre guillemets. Encore une fois, je vous redonne l'exemple d'une femme qui est fascinée par moi plus que de la normale, en fait. Encore une fois, j'insiste, je suis quelqu'un de normal et logiquement, personne ne devrait être fan de moi. Logiquement. Encore une fois, dans mon monde à moi, personne ne devrait être fan de moi, en fait. Et si vous êtes fan, c'est que vous êtes fasciné.
Donc en soi, il n'y a rien de mal à soi, mais à partir du moment où vous êtes fasciné, vous pouvez aussi potentiellement être jaloux et aussi potentiellement commencer à devenir mes bourreaux. Et c'est la même chose pour moi quand je suis fascinée par quelqu'un, et ça a été le cas plusieurs fois dans ma vie. Même si j'ai jamais eu ce truc de fan, j'ai déjà été très admirative et fascinée par une personnalité, ça peut très facilement switcher vers de la jalousie. Donc attention à ça. Donc c'est vraiment le type de comportement qu'il va falloir essayer de repérer. Aujourd'hui, par exemple, quand c'est le genre de choses qui m'arrivent dans certains événements, dans des retraites ou dans des formations que je fais, je repère assez vite ce genre de comportement, donc les dépendances, la projection, l'admiration, les personnalités qui viennent et qui sont un peu trop dans l'admiration de moi, donc c'est-à-dire je vois tout de suite parce qu'elles sont intimidées et plus que les autres. C'est des personnes avec qui je vais mettre plus de distance et avec qui je vais poser encore plus le cadre de ce que je suis pas et à quoi elles auront accès, à quoi elles auront pas accès. Et pareil avec la fascination, voire la jalousie. Je me suis même retrouvée dans des situations où vraiment il y a une espèce de fascination bizarre de la part de femmes qui, quand elles se rendent compte que finalement je suis pas aussi bien que leurs attentes, elles commencent à essayer de draguer mon mec. C'est des choses qui arrivent. C'est des comportements que on doit repérer. Et donc poser le cadre, être clair, dire les choses, mais surtout en fait créer du détachement. Moi aujourd'hui je prends juste du recul, parfois il y a même plus besoin de dire les choses et ça sert à rien. Donc c'est vraiment prendre du recul. Vous repérez ces comportements toxiques dans votre entourage et vous prenez du recul, tout simplement. La suite, la prochaine step aussi, c'est de comprendre qu'en fait on va décevoir les autres et ça fait partie de la vie. Et on doit accepter de décevoir. Et c'est une nana qui a beaucoup de mal à décevoir qui vous dit ça. Décevoir les autres et être déçu, la déception fait partie de la vie. Vous allez forcément décevoir des gens dans votre vie parce que je rappelle, vous avez des humains dans votre vie et les humains ont des attentes. Vous allez forcément décevoir des gens, il va falloir apprendre à être OK avec le fait de décevoir, c'est-à-dire être à l'aise avec le fait que ce que vous disiez déçoive des gens, le fait que vous fassiez ou ce que vous ne fassiez pas, que vos résultats, que qui vous êtes, déçoivent les gens parce que ce n'est pas assez, parce que ce n'est pas à la hauteur de leurs espérances ou de leurs attentes. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Accepter de décevoir, c'est-à-dire comprendre que même si en face quelqu'un est déçu, ça ne définit pas ni ma valeur, ni l'amour que je ressens pour moi-même, ni ce que je suis capable d'accomplir dans ma vie, ni ce que je suis capable d'être dans ma vie. Ça ne remet pas en question votre personnalité. Un des moyens aussi que vous pouvez avoir de dépasser les attentes des autres, c'est de ne pas céder au chantage ni à la frustration juste pour pouvoir être aimé. En fait, pareil, ça c'est des choses qui sont assez toxiques dans une relation, c'est que quand quelqu'un a des attentes envers vous, il peut être dans le chantage ou un peu la manipulation. Parce que il sait que vous détestez être déçu, il sait que vous détestez décevoir, il sait que c'est difficile pour vous de ne pas être à la hauteur et que vous avez ce petit trigger chez vous. Donc potentiellement, si vous commencez à céder au chantage, à la frustration de quelqu'un ou à répondre aux déceptions de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de dépasser les attentes de cette personne. Vous êtes en train justement d'essayer de nouveau d'y répondre et d'y céder. Et c'est là où vous devenez en fait un paillasson. Vous devenez un paillasson, c'est-à-dire que l'autre est en train de vous dire t'es qu'une merde parce que tu ne corresponds pas à mes attentes. Alors je suis un peu violente dans mes mots, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc s'il te plaît, sois encore plus comme ça. Ne pas céder au chantage ni à la frustration d'autrui pour être aimé. Vous ne devriez pas avoir à changer et à vous adapter constamment pour être aimé par quelqu'un. J'ai été, il y a quelques années, dans une relation amicale qui était très toxique avec une femme, en fait, qui était très admirative de moi, presque fascinée, que j'adorais, qui était vraiment très sympa, une nana drôle, etc., mais qui était dans un espèce de jeu hyper malsain avec moi, en gros, qui était tout le temps en train de se comparer avec moi, que partout où j'allais, il y avait plus de gens qui me parlaient, qu'il y avait plus de mecs qui me draguaient, qu'il y avait plus ceci, plus cela, que moi j'étais plus belle qu'elle, que j'avais plus ceci. Elle était tout le temps dans la comparaison, alors que moi je choisis pas mes amis en fonction de ça. Et ça, c'est assez malsain. De toute façon, quand il y a de la jalousie, quand il y a de la comparaison dans une relation, c'est assez malsain. Et j'insiste, ça peut se vivre dans n'importe quelle relation. Amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Et ce qui faisait que même quand je me faisais d'autres amis, ça devenait dramatique et il fallait que je me justifie dans ma relation. Elle devenait possessive et jalouse avec moi. Elle me faisait du chantage. Je voyais qu'elle était déçue. Je me rappelle même d'un anniversaire qu'elle m'a pas souhaité. Elle m'a fait la gueule. Elle m'a fait pleurer le jour de mon anniversaire parce que j'avais pas donné de nouvelles depuis 2 semaines. Et je la suppliais. Et j'étais derrière elle et je la rappelais. Mais s'il te plaît, mais allez, vas-y, viens, on va passer du temps ensemble, etc., etc. Et je lui courais après.
Autrement dit, je ne me respectais pas, j'étais en train de céder à du chantage, à de la frustration, à des attentes. Et qu'est-ce que je fais quand je suis en train de faire ça ? Je suis encore plus en train de nourrir l'aspect malsain qu'il y a au centre de la relation. Je suis en train de nourrir son admiration, sa fascination, son emprise sur moi. Donc je suis en train de nourrir ses attentes envers moi. Donc je suis de nouveau en train de remettre les clés de mon bonheur, ma souveraineté, entre ses mains. Et en plus, franchement, je ne l'aide pas non plus. Voilà, donc c'est ne pas céder au chantage ni à la frustration. Je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qui est important. Et enfin, je dirais, c'est vraiment vous intéresser au principe du triangle dramatique de Karpman. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, j'en reparlerai, pour vraiment comprendre que quand dans une relation, vous vous sentez victime, observez que vous pouvez être aussi parfois le sauveur ou le bourreau, et vice-versa. Quand vous avez l'impression d'être le sauveur, vous pouvez être le bourreau ou la victime, et parfois, pareil, quand vous sentez le bourreau, vous pouvez aussi être le sauveur ou la victime. Donc voilà, c'est juste vraiment vous intéresser à ce concept-là, qui est vraiment super intéressant, en fait, au centre de toutes nos relations, et de toutes les relations dans lesquelles il y a des attentes et des projections, en fait, qui sont assez intenses. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est juste de vous intéresser au programme Clair-Obscur, parce que c'est vraiment le travail de l'ombre et qui est aussi sur de la récupération de toutes nos parts de soi. Et pour tout ce qui est projection et attente au sein de la relation amoureuse, d'ici quelques semaines, je sors une belle surprise. On est vraiment en train de travailler là-dessus avec mon chéri aussi pour pouvoir aider un plus grand nombre de couples et de personnes et de femmes et d'hommes dans leur couple. Et on va aussi beaucoup en parler parce que cette relation dominant-dominé, bourreau-sauveur, etc., c'est quelque chose qui est très présent et qui est difficile à vivre dans une relation de couple. Voilà. Donc voilà pour cet épisode sur les attentes, nos attentes envers les autres. Voilà, j'ai essayé d'être la plus concrète possible, de vous donner des clés concrètes. Je sais pas si ça a répondu à vos attentes, entre guillemets. Voilà, les exemples sont pas forcément tous parlants. C'est pas super simple de parler de ces sujets-là publiquement. Sincèrement, c'est vraiment pas simple parce que je sais que c'est encore une fois des choses qui sont sujettes à être beaucoup critiquées. Et je sais que du coup, je vais être critiquée derrière, mais ça fait partie du jeu. Si je vous fais un podcast sur les attentes, c'est que je suis partante pour dépasser vos attentes, être à l'aise avec le fait de vous décevoir et être à l'aise avec le fait de vous critiquer. Ça fait partie des épreuves de leadership de la vie. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à me dire les attentes que vous projetez sur les autres si vous vous en rendez compte. Quelles sont les attentes que vous subissez vous dans votre quotidien. Et puis on se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.